Bonjour et bienvenue au Petit Palais où nous présentons jusqu'au 6 septembre une rétrospective consacrée à Károly Ferenczi, un grand maître de l'art moderne en Hongrie. Les visiteurs vont découvrir dans cette exposition la première rétrospective consacrée à cet artiste en dehors de la Hongrie. Notre catalogue est par ailleurs la seule publication disponible dans une autre langue que le hongrois. Donc c'est une découverte majeure d'un artiste qui est à la fois méconnu, mais célébré en Hongrie comme l'un des plus grands maîtres de l'école nationale. C'est un artiste qui a énormément voyagé, notamment à Paris, mais aussi à Londres, à Munich, en Italie. Il est extrêmement cosmopolite et il retire de toutes ces expériences ce qu'il y a de plus radical et de plus avant-gardiste en matière artistique au XIXe siècle, avant de rentrer en Hongrie et d'y proposer un cocktail très particulier à partir de toutes ces influences. Et dans la mesure où le Petit Palais est aussi le musée des beaux-arts de la ville de Paris, il est capital pour nous de pouvoir présenter des artistes étrangers qui sont passés par Paris pour y apprendre leur métier, pour se former, et qui sont ensuite repartis dans leur pays d'origine, où grâce à ce qu'ils ont appris à Paris, ils vont créer des choses nouvelles. Et donc c'est une manière pour nous de montrer à nos visiteurs ce que Paris a apporté aux artistes et ce qu'ils ont pu y découvrir lors de leur séjour. Ce qui caractérise l'art de Károly Ferenczi, c'est avant tout une liberté effrénée parce que c'est un artiste qui a eu au fond le luxe de ne pas avoir à vivre de son métier. Il est issu d'une famille très bourgeoise de l'Empire austro-hongrois puisqu'il meurt avant la fin de la Première Guerre mondiale, donc il ne voit jamais l'éclatement de cet empire. Donc c'est un artiste extraordinairement curieux et qui a les moyens de sa curiosité, c'est-à-dire que si quelque chose l'intéresse, il va se pencher dessus, il va l'explorer, quitte à changer quelques années plus tard d'orientation stylistique, toujours pour suivre ses intérêts, sa curiosité, avec une grande liberté. Donc pour permettre à nos visiteurs de mettre un visage sur ce nom de Ferenczi qui est inconnu à la plupart d'entre eux, nous avons voulu qu'un autoportrait de l'artiste les accueille dès l'entrée de l'exposition. Et de part et d'autre de cet autoportrait, nous avons accroché deux représentations de l'artiste dans son atelier d'un côté et en plein air de l'autre, et dans les deux cas en train de faire poser son modèle. C'est une manière par ailleurs d'amorcer les deux grands pans qui structurent sa pratique artistique, qui sont la pratique d'atelier, les traditions académiques, les genres établis qu'il poursuit et qu'il pratique à son tour, et par ailleurs l'aspect par lequel il a réellement révolutionné l'art hongrois, qui est la pratique de plein air, notamment dans le cadre d'une colonie d'artistes qu'il va contribuer à créer dans une région très reculée de ce qui est aujourd'hui la Transylvanie, en Roumanie, mais qui était à l'époque au sein de l'Empire austro-hongrois, et où il va réaliser certaines de ses peintures les plus impressionnantes en plein air. Cet ensemble d'œuvres contribue à l'introduction de l'exposition dans la mesure où c'est un petit focus sur la manière dont Ferenczi s'ouvre à l'art et à la carrière artistique, puisque ce sont des dessins qu'il réalise au cours d'un voyage en Italie, beaucoup d'aquarelles, mais aussi des croquis, qui montrent les sites antiques autour de Naples, autour du Vésuve, mais également des fragments antiques de la statuaire, le petit peuple italien avec des pêcheurs et des personnages plus pittoresques. Et tous ces dessins sont réalisés donc au cours d'un voyage qu'il entreprend avec une de ses cousines germaines, qui s'appelle Olga Fialka, qui est quant à elle déjà artiste établie. Et Ferenczi, à cette époque, n'est qu'un étudiant en droit qui se prépare à reprendre le domaine familial pour poursuivre son exploitation. Et c'est au cours de ce voyage en Italie, sous la houlette de sa cousine germaine, dont il va par ailleurs tomber amoureux et qu'il va épouser en rentrant d'Italie, qu'il prend la décision de devenir artiste, d'abandonner le droit et de pratiquer le dessin, l'aquarelle, la peinture. Et les œuvres qui sont montrées ici, qui sont, disons, l'œuvre d'un étudiant amateur, montre déjà tout son talent. Et nous présentons notamment un carnet particulièrement émouvant, puisque l'une de ces pages, celle de gauche, a été dessinée par Ferenczi, et la page de droite du carnet présente un portrait de Ferenczi par Olga Fialka. Et ce sont de petites œuvres griffonnées sur les chemins en Italie qui montrent déjà tout le talent de Ferenczi, alors même qu'il n'est pas encore déclaré comme artiste.
Après la section introductive, l'exposition suit un cours strictement chronologique pour permettre à nos visiteurs de se repérer et de suivre tout le déroulé de la carrière de Ferenczi. Et elle commence donc naturellement avec cette première pièce qui montre son premier voyage en tant qu'artiste, qui est évidemment Paris. Le tableau qui est à ma droite a été exposé au Salon à Paris et il montre tout ce que Ferenczi découvre à Paris, tout ce qui l'enthousiasme. Et c'est en fait un style qui est alors très populaire en France et au-delà, et pour lequel beaucoup d'étrangers font le voyage à Paris. C'est une forme de naturalisme extrêmement photographique, très réaliste, très froid, dans une palette très nacrée, qui est l'œuvre de Jules Bastien-Lepage, l'un des grands artistes qui règne alors sur la peinture réaliste à Paris. Et Ferenczi s'inscrit pour suivre des cours à l'Académie Julian à Paris, où enseigne notamment Bouguereau, par exemple. Et l'Académie Julian est alors la destination privilégiée des étrangers, puisqu'elle leur est ouverte, comme elle est ouverte aux femmes, qui ne sont pas admises non plus dans les écoles plus académiques et officielles. Et c'est donc là que se retrouvent notamment Ferenczi, mais aussi une plus large communauté hongroise, une plus large encore communauté internationale, qui découvre par le prisme de l'Académie Julian les nouveautés artistiques de Paris. Au terme de son voyage à Paris, Ferenczi s'installe pour la première fois en Hongrie en tant qu'artiste, et il ne choisit pas Budapest, mais Szentendre, soit Saint-André, qui est une petite ville située dans la banlieue de Budapest, où se trouve par ailleurs une grande communauté d'artistes, parce que la vie est moins chère que dans la capitale. Et aujourd'hui encore, c'est à Szentendre que se trouve le musée Ferenczi, avec lequel nous avons travaillé pour préparer cette exposition, mais également la maison dans laquelle vivait et travaillait Ferenczi, qu'on voit ici à ma droite et à ma gauche, sur les deux œuvres qui montrent des jardiniers en hiver dans le cas de l'œuvre de gauche, puisqu'on voit de la neige par la fenêtre, et que par ailleurs les jardiniers sont ici occupés à rempoter des plantes pendant les mois les plus froids, et à ma droite le printemps, où d'autres jardinières, cette fois, sortent les plantes avec le redoux qui vient du fait du printemps. Cette maison, avec un balcon très reconnaissable, existe toujours. On peut la voir à Szentendre. Et on voit là que Ferenczi importe d'une certaine manière en Hongrie le naturalisme à la Jules Bastien-Lepage qu'il avait découvert à Paris, avec ses teintes froides et très nacrées. Et il le fait même dans des vues qui représentent le Danube, puisque c'est le cas de l'œuvre qui est tout à droite. Ferenczi représente ici trois garçons qui sont au bord du Danube, où l'on voit sur l'autre rive des cheminées d'usines qui montrent bien la nature très industrielle de Szentendre, qui est très populaire, où vivent beaucoup d'ouvriers qui travaillent dans ces mêmes usines. Et les trois garçons qu'on voit ici sur le bord du Danube s'amusent à faire des ricochets sur l'eau. Et ce qui est très intéressant en les regardant de près, c'est de constater que ces trois garçons ne présentent pas la même matérialité. Et c'est l'un des grands apports pour nous, conservateurs, historiens de l'art, lorsque nous travaillons avec des collègues étrangers, des institutions comme en l'occurrence la Galerie nationale hongroise, le Musée des Beaux-Arts de Budapest ou encore bien d'autres institutions en Hongrie et ailleurs, de pouvoir confronter nos pratiques et nos approches pour voir comment nos collègues travaillent à l'étranger. Et en l'occurrence, on arrive ici avec cette œuvre sur un point où une vraie divergence se fait jour, puisqu'en fait, une photographie d'archives montre que, dans un premier temps, Ferenczi avait choisi de recouvrir ce troisième garçon, dont il avait peut-être estimé qu'il déséquilibrait la composition, ou qu'elle était plus réussie avec deux figures uniquement. Et donc, après l'avoir peint, il l'a recouverte. Et c'est dans cet état recouvert que l'œuvre est restée pendant très longtemps, jusqu'à ce que nos collègues hongrois de Budapest réalisent de l'imagerie en rayon X sur l'œuvre et s'aperçoivent que le troisième garçon était recouvert par la peinture. Et eux croyaient jusqu'alors qu'il existait en fait deux peintures distinctes, l'une à trois figures, l'autre à deux figures, et que la peinture à trois figures était perdue. Et c'est en s'apercevant que la troisième figure était dissimulée par un repeint autographe de Ferenczi qu'ils ont pris la décision de le dégager pour remettre au jour ce troisième personnage. Et c'est une chose qu'en France, nous n'aurions sans doute pas choisi de faire, puisque nous considérons ici que l'état définitif d'une œuvre est celui que l'artiste a voulu définitif pour son œuvre. Et en l'occurrence, revenir sur une intervention de l'artiste
pour notre approche à nous, c'est quelque chose que nous aurions regardé avec suspicion, mais que nos collègues hongrois ont fait, en l'occurrence, et c'est très intéressant de pouvoir confronter nos approches, en discuter et s'apercevoir qu'il n'y a pas une déontologie unique en matière de restauration. Les œuvres dans cette pièce montrent la dernière étape de la formation de Ferenczi, le voyage qu'il accomplit après ce voyage en Italie par lequel tout a commencé, son voyage à Paris, sa première installation en Hongrie. Ferenczi part à Munich. Munich est alors la capitale de l'art en Europe centrale, non seulement du fait de ses musées, comme l'Alte Pinakothek, par exemple, dans laquelle il découvre non seulement Dürer, mais aussi Rembrandt, qui demeurent tous deux des références essentielles tout au long de sa carrière, et l'autoportrait qu'il réalise lors de sa période munichoise se revendique de l'influence de Dürer. Mais à Munich, ce qu'il découvre au-delà des maîtres anciens, qui joueront toujours un rôle important pour lui, c'est évidemment le symbolisme, qui est alors le courant dominant en Europe centrale. Et ce symbolisme se reconnaît à travers le fait que des compositions plus évocatrices, plus mystérieuses apparaissent dans l'œuvre de Ferenczi, comparées à l'aspect très mélodramatique, très narratif, très réaliste de ses œuvres influencées par Paris ou des œuvres de sa première installation en Hongrie à Szentendre. Munich lui apporte une œuvre beaucoup plus suggestive, beaucoup plus atmosphérique. L'œuvre qui est à ma gauche, par exemple, s'appelle Le Chant d'oiseaux, c'est l'un de ses chefs-d'œuvre, et elle est précisément symboliste à travers le fait que cette femme est enceinte. Elle s'accroche à un arbre parce qu'elle entend précisément un chant d'oiseau, mais elle ne voit pas l'origine de ce chant, elle ne voit pas l'oiseau. Elle le cherche du regard en s'agrippant à l'arbre, mais la source de ce chant lui échappe. Et la même thématique musicale se retrouve également sur l'œuvre qui se trouve à ma droite et qui est elle aussi absolument emblématique du symbolisme à la munichoise, si l'on veut, puisqu'elle représente Orphée charmant les animaux, mais Orphée n'est pas représenté ici avec son attribut mythologique habituel qui devrait être la lyre, mais il est représenté avec un violon, un peu à la manière des tziganes que l'on rencontrait alors en Europe centrale. Et dans ce cas-ci, on voit un oiseau à travers les frondaisons des arbres dans le coin supérieur gauche. Et donc c'est une version contemporaine, revisitée d'un mythe classique que Ferenczi revisite avec cette œuvre inimaginable dans sa carrière sans l'étape par Munich. L'autre dimension qui était absente avant le voyage de Munich dans l'œuvre de Ferenczi et qui prendra ensuite une importance croissante dans son œuvre, c'est le registre religieux que l'on voit représenté ici avec cette adoration des mages. C'est une adoration des mages d'un genre très particulier qui montre déjà toute l'ambiguïté de Ferenczi à travers les deux petites figures qui sont assises à gauche sur la composition, qu'on imagine être deux anges, et en regardant de près, on s'aperçoit que l'une a des ailes et l'autre non. Donc il y a un registre sacré, un registre profane qui cohabitent dans cette œuvre, et ces glissements de l'un à l'autre sont l'une des caractéristiques de Ferenczi et l'un des aspects par lesquels il est le plus original dans sa pratique artistique. Et par ailleurs, c'est lui qui a réalisé cet encadrement que vous voyez autour de l'œuvre. C'est un cadre qui évoque évidemment les cadres néo-Renaissance, de la Renaissance italienne précisément que Ferenczi avait pu découvrir lors de son voyage. Il réalise lui-même ces cadres, sans doute pour insister sur la dimension spirituelle et sacrée de ses œuvres. Et pour que nos visiteurs ressentent cette importance donnée à l'encadrement, nous avons demandé à notre scénographe, qui s'appelle Maciek Fischer, de faire une évocation d'un autel sur lequel l'œuvre est posée pour insister sur cette dimension spirituelle de l'œuvre de Ferenczi. Le cœur de la rétrospective est occupé par une large section consacrée aux œuvres réalisées par Ferenczi à Nagybanya. Nagybanya est une ville qui est principalement connue pour les mines qui s'y trouvent et qui sont exploitées par de nombreux ouvriers, et qui est en fait située dans la région de la Transylvanie, qui était à l'époque dans l'Empire austro-hongrois et aujourd'hui en Roumanie. Et lorsqu'il est à Munich, Ferenczi rencontre d'autres artistes hongrois, dont l'un est originaire de ce petit village de Nagybanya, ce qui leur suggère au fond qu'ils ont appris ce qu'ils avaient à apprendre de la ville, de Munich, des ateliers dans lesquels ils se formaient,
et l'idée est apparue de tous rejoindre Najibania pour y créer une colonie d'artistes. C'est un mouvement qui se retrouve alors d'une manière assez répandue en Europe centrale. Beaucoup de colonies d'artistes voient le jour en Suisse par exemple, mais aussi en Allemagne ou en l'occurrence dans l'Empire austro-hongrois. Et les œuvres que Ferenczi va réaliser après son installation à Najibania, où il se rend avec sa femme et ses enfants, compte parmi les œuvres les plus importantes de sa carrière. Et celle qui est ici à ma droite est emblématique de ce nouveau temps qui s'ouvre dans son œuvre, puisqu'on y retrouve ce qu'il a appris à Munich, c'est-à-dire le glissement d'un registre sacré à un registre profane en un battement de cils, puisqu'en l'occurrence le sujet de l'œuvre c'est le sermon sur la montagne, donc le Christ qui s'adresse à ses disciples. Mais Ferenczi représente ici cette assemblée dans un paysage topographique réel de Najibania. Il fait poser certains de ses camarades de la colonie artistique sous les traits de ses disciples. Et cette maison, par ailleurs, qui apparaît dans le creux de la vallée, existe réellement. Et Ferenczi représente en outre toute cette assemblée dans des costumes de temporalité extrêmement variés. On voit un chevalier en armure, on voit des paysans, on voit des bourgeois proprement habillés à la manière du 19e siècle. Et tout ce petit monde coexiste hors temps, d'une certaine manière, hors réalité, hors religion. Et c'est une approche diffuse de la spiritualité qu'on retrouve ensuite dans d'autres œuvres de l'œuvre de Ferenczi et qui sont vraiment sa particularité. Et lorsque ces artistes réunis à Najibania au début des années 1890 ont été invités pour la première fois à exposer leur production, c'est Ferenczi qui a réalisé l'affiche de l'exposition et nous exposons dans la même pièce le projet pour cette affiche de Ferenczi, où l'on voit que le plein air joue un rôle majeur dans le quotidien de ces peintres, puisque l'affiche les montre précisément en train de prendre leur châssis sous le bras pour aller peindre dans la forêt. Outre le fait que la scénographie insiste sur l'aspect religieux de certaines compositions de Ferenczi par l'évocation d'autels, le scénographe Maciek Fischer a également eu l'idée de ménager de nombreuses ouvertures dans le parcours de l'exposition pour lui donner un aspect extrêmement aéré, ce qui permettait d'évoquer l'aspect atelier à ciel ouvert de Najibania, avec de grandes ouvertures dans un espace qui n'est pas trop clos pour nos visiteurs, mais aussi d'ouvrir des perspectives dans nos cimaises sur des œuvres qui dialoguent avec d'autres de périodes antérieures. Et en l'occurrence, c'est extrêmement efficace puisque l'on voit très bien avec l'œuvre qui est à gauche et l'œuvre qui se trouve dans l'ouverture au fond sur la droite, que Ferenczi reprend des compositions, des grands schémas, disons, analogues, et il les fait basculer d'un registre à l'autre en modifiant uniquement certains aspects, puisque à gauche, on voit des chevaux qui traversent une forêt dans une lumière de toute fin d'après-midi, le soir montant, et à droite, le même plan, presque la même configuration, avec une lumière qui change en revanche radicalement, puisque la lumière devient d'un vert presque irréel, représente cette fois les rois mages qui traversent la forêt pour aller rejoindre la Sainte Famille. Cette œuvre nous plonge au cœur de l'originalité de Ferenczi et justifie à elle seule notre exposition, puisqu'elle montre comment un artiste qui vient à Paris, qui découvre des choses à Paris, qui s'y forme, est ensuite capable de rentrer dans son pays d'origine pour créer des choses radicalement nouvelles, en partie grâce à son séjour à Paris, mais par ailleurs des œuvres aussi qui seraient inimaginables sous le pinceau d'un artiste parisien de l'époque et qui montrent donc la grande fertilité de ses voyages et de ses séjours à Paris. Et en l'occurrence, c'est l'une des œuvres les plus emblématiques de l'art moderne en Europe centrale. Elle contient toutes les caractéristiques les plus appréciables de cette production. D'abord, une composition extrêmement audacieuse. Le sujet, c'est la déposition du corps du Christ, mais comme vous le voyez, la croix est presque entièrement tronquée. Un petit bout dépasse dans le coin supérieur droit de l'œuvre, mais on la devine à peine. Les disciples portent le corps de Jésus, pendant que Marie-Madeleine, qui est à côté d'eux, s'étire et est au fond frappée par un grand rayon de soleil, comme si elle s'éveillait à un nouveau temps de l'écriture sainte qui commence après cet épisode. Donc c'est une composition extrêmement audacieuse qui montre à la fois comment un épisode sacré s'il en est transposé dans une réalité quotidienne dont Ferenczi devait faire l'expérience
à Najibania, mais aussi une autre équivalence qui est caractéristique de la spiritualité très diffuse qui se développe en Europe centrale dans les colonies d'artistes et qui revient à poser un équivalent entre la lumière solaire et la religion biblique. Et l'on voit ici que le rayon de soleil qui frappe Marie-Madeleine est en fait la traduction picturale de son éveil spirituel. Et le rapport au soleil, à la nature, à la spiritualité diffuse dans la nature et dans le quotidien est l'une des particularités de la peinture de Najibania. Pour que nos visiteurs comprennent bien que l'expérience de Ferenczi à Najibania est une expérience collective, qu'il y travaille au sein d'un collectif d'artistes et qu'il y vit en communauté avec ses pairs, nous avons voulu que certaines salles du parcours présentent également les œuvres d'autres artistes qui travaillent avec lui. Et c'est le cas de cette pièce qui vous montre toute la diversité de la communauté qui coexiste à Najibania. Parce qu'il faut vous imaginer que les artistes qui sont arrivés de Munich pour s'y installer étaient tous extrêmement cosmopolites. À l'image de Ferenczi, ils avaient voyagé à Paris, en Italie, ailleurs en Europe. Ferenczi, à titre d'exemple, parle et lit le français, l'allemand, l'italien comme l'anglais. Il lit la littérature de tous ces pays qu'il connaît par cœur. Il est extrêmement cosmopolite, extrêmement érudit et cultivé. Et c'est le cas aussi de la plupart des artistes avec lesquels il partage son quotidien. Et il rencontre à Najibania principalement des ouvriers qui travaillent dans les mines, mais aussi des bûcherons, comme vous le voyez avec la peinture qui est à ma droite. C'est une peinture qui montre en outre l'un des tours de force de Ferenczi dans sa qualité de peintre. Comme je vous l'ai dit, il travaille beaucoup en plein air, il s'attache beaucoup à représenter la lumière, les effets de la lumière sur la matière. Et en l'occurrence, ce que vous voyez, c'est sa volonté de représenter des petites touches de lumière qui passent à travers les frondaisons des arbres et qui touchent le vêtement de bûcheron qui rentrent d'une journée de travail et qui sont en mouvement. Et c'est la raison pour laquelle on voit ces notes plus claires qui semblent animer leur tenue. Et c'est ce qu'on voit aussi avec ce paysan qui tient un violon à la main. On voit aussi comment les formes des feuilles et des branchages des arbres en contrebas desquels il se tient découpent la lumière à la surface de son vêtement. Et donc, outre les bûcherons, outre les paysans, on trouve à Najibania des ouvriers qui travaillent dans les mines. Et la peinture qui est à ma droite a été réalisée par Oskar Glatz, l'un de ces artistes hongrois qui vit et travaille avec Ferenczi à Najibania. Et elle est assez émouvante parce qu'on y voit les ouvriers qui s'apprêtent le matin à descendre dans les mines, dont on voit la porte d'entrée à travers cette grande ouverture noire sur la droite, et qui, avant de descendre dans les mines, font leur prière dans la chapelle, mais débordent jusque sur ces marches et sur la petite place qui se tient devant cette chapelle. La ligne d'horizon est extraordinairement relevée, ce qui donne l'impression que le terrain est glissant. Et on voit là un moment très émouvant de ces ouvriers avant qu'ils n'attaquent leur labeur quotidien. Et d'autres œuvres dans cette même salle vous montrent par exemple la communauté des Tziganes qui évolue également en Europe centrale et donc à Najibania, mais aussi une troupe de théâtre qui s'est arrêtée dans le village et qui fait une représentation en plein air, un paysan écossant des pois. Et ça donne une très bonne idée du caractère extraordinairement diversifié de cette communauté composite qui coexiste dans ce petit village du fin fond de la Transylvanie. Toute l'exposition présente, tout au long de son parcours, différents autoportraits de Ferenczi qui nous permettent de réaliser la manière dont évolue à la fois sa perception de lui-même, mais aussi son ambition artistique. Et le tableau qui est ici à côté de moi est très important parce qu'il est peint en 1900, donc il nous donne un très bon témoignage de ce qui intéresse Ferenczi
à la fin de siècle, au moment où l'on passe d'un siècle à l'autre. Et l'on voit ici que c'est un autoportrait quasi programmatique pour l'ambition de Ferenczi, puisque l'artiste s'y représente. À la main droite, il tient une palette qu'on reconnaît très bien, quelques pinceaux en dépassent. Son bras gauche est coupé de la composition parce qu'on imagine qu'il est littéralement en train de peindre, en conséquence de quoi il a levé son bras. Et son visage a des yeux qui sont extrêmement plissés parce qu'il est en train de fixer le soleil. Et donc son ambition de peintre à Najibania, c'est précisément de représenter le soleil, peindre la lumière du soleil et ses effets sur le paysage, sur la matière. Et c'est cette ambition-là que Ferenczi transpose dans son autoportrait, fixant le soleil et littéralement en train de peindre son effet. On sait qu'il y avait des femmes artistes peintres à Najibania, mais en l'occurrence, on sait aussi que la femme qui est représentée sur cette peinture n'était pas artiste à proprement parler, mais c'était l'épouse de l'un des peintres camarades de Ferenczi. Et c'est un tableau emblématique de son œuvre, virtuose par la maîtrise des effets de lumière. Et on y reconnaît aussi l'exigence de Ferenczi dans le relief qui est représenté, avec une déclivité très importante du terrain qui a obligé la peintre à rehausser de manière très haute le troisième pied de son chevalet pour s'adapter au relief. Et l'on comprend qu'elle est ici au creux de deux déclivités du terrain, derrière elle, devant elle, et qu'elle peint ce relief sur son tableau. Et on reconnaît la même exigence de relief dans le tableau qui est à ma gauche, avec les mêmes effets de lumière, c'est-à-dire des touches claires qui dénotent au sein d'une zone d'ombre parce que de la lumière passe à travers les frondaisons des arbres. Et en l'occurrence, on reconnaît ici une pente montante jusqu'à une sorte de promontoire au sommet duquel on reconnaît deux silhouettes, deux femmes dont l'une tient une ombrelle et toutes deux sont accoudées sur une balustrade. Donc on devine que de l'autre côté, le relief du terrain redescend à pic et la capacité de Ferenczi à représenter ce relief ressort extrêmement bien dans ces deux compositions. La salle de l'exposition qui est consacrée aux loisirs qui sont pratiqués à Najibania montre notamment de nombreuses scènes de baignade qui sont très intéressantes parce qu'elles permettent à nos visiteurs de se poser une autre question très importante pour nous qui est au fond de savoir quels sont les styles que pratique Ferenczi. Depuis une perspective parisienne, on peut être tenté de se demander si Ferenczi est un peintre impressionniste, s'il est néo-impressionniste, s'il est pointilliste, s'il est fauve. Et la réponse que nous suggérons d'apporter à cette question est de dire qu'il touche à tous ces courants stylistiques, mais il est impossible de le réduire à l'un d'eux spécifiquement. Et c'est là où l'on reconnaît sa grande originalité en tant qu'artiste, de pouvoir suivre toutes ces curiosités. Les œuvres de cette pièce, réalisées dans les mêmes années, le montrent parfois avec une tendance plus naturaliste, parfois avec une tendance presque expressionniste. C'est le cas de l'œuvre qui est à ma gauche, qui montre une touche extrêmement heurtée, extrêmement vive, une couleur que les historiens de l'art qualifient de teinte non locale, c'est-à-dire qu'il utilise du violet pour peindre la chair humaine, par exemple, c'est-à-dire qu'il utilise des couleurs qui ne correspondent pas à la réalité de l'objet qu'elles représentent pour restituer l'effet qu'elles produisent, en l'occurrence à l'ombre. Et donc la comparaison de ces œuvres désarçonne à dessein nos visiteurs puisqu'on y retrouve l'éclectisme de la touche et du style de Ferenczi. L'une des autres particularités de Ferenczi qui apparaît dans cette pièce, c'est le fait de constater qu'il adapte son style au type de luminosité qu'il veut représenter. Et en l'occurrence, certaines peintures de cette pièce montrent des lumières de toute fin d'après-midi ou de début de soirée, et on s'aperçoit que ce sont ces mêmes peintures sur lesquelles Ferenczi a la touche la plus naturaliste.
alors que lorsqu'il veut représenter des lumières très fortes de milieu de journée ou de plein après-midi, sa touche devient extrêmement brutale, heurtée, expressionniste. Et cette comparaison apparaît notamment dans les deux œuvres qui sont à ma gauche et à ma droite. À ma droite, une lumière plus forte d'après-midi, beaucoup plus tranchée, des formes beaucoup plus découpées, des contrastes très forts. Et à ma gauche, une palette beaucoup plus fondue, une touche beaucoup plus naturaliste, beaucoup plus douce, qui s'adapte, en l'occurrence, à la lumière de début de soirée, qui oblige l'un des protagonistes de l'œuvre à se lever pour aller allumer le petit lampion et conserver une source de luminosité. La date de 1906 a été retenue dans l'exposition comme le tournant qui inaugure la dernière période de Ferenczi. Pourquoi? Parce qu'en 1906, Ferenczi est appelé par le directeur de l'école des beaux-arts de Budapest à venir tenir une classe au sein de cette école, à y enseigner. Il accepte cette proposition et il va désormais quitter Nagybania pour vivre à Budapest. Il conserve son pied-à-terre à Nagybania où il continue à se rendre, mais Budapest devient le cadre de sa vie quotidienne et il perd par conséquent les sujets naturels, les paysages et les forêts qui étaient ses sujets d'élection et il renoue avec les grands genres classiques de la peinture, le nu en l'occurrence, qui est une nouveauté qui apparaît à ce moment-là de son œuvre, mais aussi le portrait. Et en matière de nu, la sélection d'œuvres que nous vous montrons ici est éloquente pour présenter toutes les inspirations des nus de Ferenczi. En l'occurrence, à la fois dans le cas qui est le plus à gauche, c'est un nu qui vous montre une femme tzigane qui pose dans un fauteuil sur un tissu à motif de cachemire, merveilleusement représenté dans un fondu très délicat par le pinceau de Ferenczi. Et ensuite, derrière moi, vous reconnaissez l'inspiration de la Renaissance vénitienne et de Titien. À côté, c'est l'inspiration de Rembrandt et des palettes en camailleux typiquement rembrandtesques avec des teintes chaudes et brunes très belles. Et à côté de l'inspiration rembrandtesque, une peinture complexe qui vous montre une femme au dos très en longueur pour laquelle Ferenczi se souvient de la grande odalisque d'Ingres qu'il avait vue au musée du Louvre et qu'il représente ici dans une tente à différents plans, deux nus l'un derrière l'autre, qui montrent l'univers circassien pour lequel il s'intéresse également lorsqu'il est de retour à Budapest. Parmi les autres genres avec lesquels Ferenczi renoue lorsqu'il s'installe à Budapest, le portrait occupe un rôle majeur et il nous permet de visualiser toute la société au sein de laquelle Ferenczi évolue et qui est à la fois composée de critiques d'art, mais aussi d'artistes, de collectionneurs, de banquiers, qui chérissent ses œuvres et qui lui passent des commandes. Nous exposons notamment le portrait d'un banquier qui s'appelle Lukács et qui était un grand collectionneur d'art, dont nous reproduisons également à côté une photographie d'archives qui permet d'apprécier l'intérieur de Lukács, qui présente alors l'état le plus moderne de ce qu'on pouvait trouver comme aménagement intérieur à Budapest. Et l'on reconnaît tout au fond de la photo d'archives le tableau, le portrait de Ferenczi qui est présenté dans l'exposition. Et plus largement, cette section montre également que Ferenczi se plaisait à animer le fond de ses portraits en utilisant des motifs qui apparaissent par ailleurs dans ces tableaux. En l'occurrence, un cas vraiment très parlant où l'on voit à l'arrière-plan un petit bout d'un paysage avec une grande courbe que l'on retrouve et qui est en fait le paysage qui est accroché à côté de cette femme au chapeau bleu. Par ailleurs, on retrouve également des corbeilles de roses qui figurent à l'arrière-plan d'un portrait des enfants de Ferenczi, un moulage d'après Verrocchio que l'on retrouve à l'arrière d'un grand critique d'art qui écrit sur Ferenczi.
Et c'est l'une des manières pour Ferenczi de donner une originalité à ses portraits et d'animer leur arrière-plan. L'homme que Ferenczi a portraituré ici est Palcsinei Mercé, soit un grand artiste hongrois d'une génération plus âgée que Ferenczi, que l'on rapproche en l'occurrence de l'impressionnisme à plus proprement parler que Ferenczi lui-même. C'est un peintre qui a notamment réalisé un grand tableau qu'on appelle Pique-nique en mai, qui est une sorte d'équivalent hongrois du Déjeuner sur l'herbe de Manet. Et Mercé est donc le directeur de l'école des beaux-arts qui appelle Ferenczi à Budapest, qui l'invite à y enseigner et que les artistes de Nagybania reconnaissent comme une sorte de figure tutélaire, puisque le plein air, qui était si important pour eux dans leur quotidien, dans la colonie artistique, avait déjà pris une certaine importance sous son pinceau à lui, une génération avant, mais d'une manière beaucoup plus anecdotique que ça ne le sera pour Ferenczi et ses camarades. Et tout le charme de ce portrait vient en l'occurrence du fait que le visage est extraordinairement fini, on perçoit l'expression du modèle, mais son vêtement est brossé, esquissé par des gestes très larges et amples qui contrastent avec ce visage et qui renforcent d'autant son expression. Ferenczi meurt en 1916 et l'exposition se termine avec les derniers paysages de son œuvre afin d'achever le parcours sur ce qui reste jusqu'au bout le plus emblématique de sa production. Puisque Ferenczi garde son pied-à-terre de Nagybania, il continue à s'y rendre, il voyage également en d'autres lieux à la campagne de l'Empire austro-hongrois. Et cette salle montre que jusqu'au bout, Ferenczi alterne les styles, les approches et les manières de peindre en véritable caméléon stylistique, puisque le mur qui se trouve derrière moi montre 3 fois la même composition, mais peinte avec des manières si différentes qu'on pourrait presque croire que ces 3 œuvres ont été réalisées par des peintres différents. Simplement non, Ferenczi appréhende chacune d'elles comme une œuvre aboutie, donc il ne faut pas croire que la plus esquissée serait une œuvre préparatoire aux autres. Toutes les 3 sont des œuvres terminées qui le montrent alternant les approches en fonction des moments de la journée qu'ils représentent. L'œuvre qui est à ma gauche est l'une de celles qui est parfois citée comme un exemple de diffusion du fauvisme en Europe centrale. Et de fait, elle présente une touche extrêmement vive et dynamique qui la rapproche de ce courant stylistique qu'on retrouve à Paris. Et c'est une œuvre qu'on appelle Les Archers, qui est très célèbre dans la carrière de Ferenczi également, et qui représente le même endroit que celui depuis lequel est réalisée l'œuvre qui se trouve à ma droite, puisqu'en fait, les cibles qui sont installées ici au cœur de l'œuvre sont installées exactement entre ces 2 maisons qu'on voit dans ce pré, si bien que la maison qui est ici est dans cette disposition, la maison que l'on retrouve à droite, toujours dans la même palette extrêmement franche, tranchée et très contrastée. Ainsi se clôt cette immersion dans ce que la modernité hongroise a produit de plus original, de plus ancré dans la tradition européenne, en étant absolument propre à la fois. Et nous espérons que vous avez apprécié cette découverte de l'œuvre de Károly Ferenczi, qui est ici présentée pour la première fois dans une version aussi complète en dehors des frontières de la Hongrie.